Nous parlerons des prophètes et messagers de la fin du cycle. Et évidemment, dans cette conversation avec Bernard de Montréal, nous traitons de toutes les personnes qui annoncent à la télévision, dans les livres et partout, les bonnes et mauvaises nouvelles des temps futurs. Donc, nous recevons ce soir Bernard de Montréal pour nous entretenir sur ce sujet. Bernard. En grande forme ce soir. J'ai payé mes comptes aujourd'hui. Avez-vous besoin d'un prophète pour vous annoncer les effets de la TPS? Vraiment, ce soir, le sujet, c'est les prophètes et messagers de la fin du cycle. Les prophètes et les messagers de la fin du cycle. Oui. Quand est-ce que vous allez faire des conférences, ces affaires? Ces affaires? Ouais. On va amorcer ça dans ce sens-là. D'après vous, les gens qui annoncent ou qui prévoient l'avenir en termes de développement autant économique, culturel ou mondial, d'après vous, dans quelle mesure les gens peuvent suivre ces valeurs ou ces idées et se donner un comportement de vie ou un style de vie en relation avec ces gourous qui annoncent certaines directions, autant politiques, économiques, psychiques dans certains cas. Dans quelle mesure les gens doivent ou peuvent conserver une certaine réalité ou voir une certaine réalité à travers les propos de ces gens-là qui écrivent ou qui vont énoncer certains types de prévisions dans l'avenir? Pour la masse, là. Celui qui écoute à la télévision. Mettre de l'importance d'un propos de ces gens-là, en tout cas en ce qui me concerne, c'est une perte d'énergie. Pour la simple raison que les événements importants de la Terre, les événements fondamentaux au niveau de l'évolution politique, économique, sont jamais connus d'avance. Quand il y a eu les grands bouleversements en Russie en 89, personne ne le savait. Mm-hmm. Même les gens à l'intérieur des circuits, disons, très réservés. Là. Non, parce que ces grandes décisions-là, ou les grands événements de la planète sont régis par les lois de conséquence. Et ce sont les lois de conséquence qui déterminent l'amplitude des événements. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes. Et les lois de conséquence ne sont pas... Les lois de conséquence sont trop occultes dans ce sens que elles prennent en considération un plan trop vaste de l'évolution pour que l'homme puisse le saisir d'une façon intégrale. Et ces mêmes lois de conséquence... C'est comme si on regarde le mouvement nazi en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était écrit, le mouvement nazi était écrit, Nostradamus n'avait parlé, Steiner se promenait en Allemagne puis essayait de rendre les gens conscients de ce qui se passait là. Beaucoup d'occultistes en étaient conscients, mais l'amplitude humaine, la souffrance humaine, je parle pas de la souffrance qui est perçue didactiquement là, quand on lit un livre où on parle de l'Antéchrist. Mais je parle de l'amplitude humaine, la souffrance humaine, la perte de vie, la perte du pouvoir économique des nations. Ça n'a pas été mesuré. Ce qui s'est passé à Hiroshima, c'est la même chose. Donc, même si les gens avaient connaissance de ces événements-là à travers la voie prophétique, ça ne leur donne pas une mesure réelle de l'événement. Par contre, ce qui est bon dans la voie prophétique, puis j'en prends une là, qui est très connue mondialement, on va prendre Nostradamus par exemple, ce qui est bon aujourd'hui, pas nécessairement dans le passé, mais aujourd'hui, c'est qu'après les événements du 20e siècle, après les prophéties de Nostradamus qui se sont réalisées, à ce moment-là, les gens
sont dans une mesure où ils peuvent mettre le doigt d'une façon plus approximative sur des personnages ou sur des événements qui peuvent avoir une grande répercussion sur l'évolution politique des nations. Par exemple, là, je donne un exemple purement gratuit parce que je ne veux aucunement pointer dans cette direction-là, mais prenons la crise du Golfe. La crise du Golfe, Saddam Hussein, le pétrole qui saute, les Américains qui veulent pas qu'un homme contrôle 40% du pétrole mondial, ainsi de suite, l'Europe qui dans un sens est derrière les Américains, même le Japon, ainsi de suite, même la Russie, ainsi de suite. Après Nostradamus, après avoir pris conscience que par la voie prophétique, il y a des hommes qui ont vu, tels que lui. À ce moment-là, mais là, les gens scrutent un petit peu plus. Et je suis très conscient que des hommes dans des hautes sphères politiques, en Europe, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, ont pris conscience de Nostradamus. Nostradamus est connu dans le monde entier. Donc, le phénomène de l'antéchrist ou le phénomène du bonhomme qui vient, qui a un caractère militariste qui vient, qui devient l'antéchrist, aujourd'hui, les gens sont plus en mesure d'y croire, d'y prêter attention, d'enlever des facettes à travers les événements de tous les jours, et ainsi de suite. Et dans ce sens-là, très probablement, et surtout en France, si la France s'est liée avec les Nations Unies et les Américains dans le mouvement de sanctions contre Saddam Hussein, c'est très, très probablement parce que les Français sont très au courant des prophéties de Nostradamus. Puis, dans ce sens-là, les prophéties peuvent aider des hommes politiques ou des gens qui sont dans les sphères d'influence à regarder très près le bonhomme puis faire une étude psychologique de ses actions pour voir si cet homme-là pourrait correspondre à ce messager nocturne-là de la fin des temps ou de la fin du cycle. Mais de là à vivre l'angoisse existentielle par rapport à la prophétie, pour moi c'est une perte d'énergie parce que la vie continue. Ce sont des cycles, ce sont des hauts, ce sont des bas, et la vie continue. Le Japon, Hiroshima a été éliminé de la carte. Aujourd'hui, le Japon est devenu une puissance mondiale. L'Allemagne a été détruite, puis a été relevée par le Marshall Plan. Aujourd'hui, les Américains perdent leur puissance, leur puissance économique. Donc, ce sont des cycles. Donc, si on attache trop d'importance à ces prophéties-là, ce qui arrive, c'est qu'au niveau émotionnel, au niveau psychique, ça nous effondre. Ça nous affecte, ça nous fait perdre de l'énergie et ça nous enlève de la force pour passer à travers des événements qui peuvent être prophétiquement réalisés ou non. Donc, même s'il apparaît encore là, dans les temps qui viennent, même s'il apparaît des nouveaux prophètes qui pourraient être exacts dans leurs affirmations, l'individu n'a pas à considérer ces prophéties-là comme un mode de vie ou un mode d'action à suivre, quoi que ce soit du genre pour se préparer. Là. Non, parce que ces prophéties-là sont à l'échelle mondiale, sont à l'échelle de la planète. L'individu, lui, il doit vivre en tout cas, à son échelle individuelle. Il doit en arriver à vivre par rapport à ses énergies, à ses forces, à sa conscience, à son intelligence, à ses possibilités, à son potentiel. Sinon, il va se laisser astraliser, il va perdre courage. Donc, c'est un non-sens de se préparer à l'avenir. Ah, ben, c'est un non-sens de se préparer à l'avenir, dans le sens que on doit vivre notre vie de tous les jours, notre moment d'une façon intégrale, et ça, si c'est intelligemment fait, ça nous prépare à l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens que s'ils savent l'avenir, vont être capables de faire des achats ou de faire des ventes ou de se créer un type de mode de travail ou d'emploi, disons pendant 3-4 ans, vont se préparer à une condition de vie sociale ou morale ou culturelle pour s'extirper d'une possibilité de conflagration ou de problème économique ou quoi que ce soit. Connaître l'avenir dans un sens, c'est un des éléments qui fascine. Bon, mais si, admettons par exemple, que par la voie prophétique, on puisse mettre le doigt sur des événements, ok? Ça c'est une chose.
Mais quand les événements se produisent, qu'est-ce qu'on fait? Savoir qu'un événement va se produire, c'est une chose. Bon, admettons que la voie prophétique puisse nous le donner. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça se produit? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a la crise d'Oka? On reste-tu là? On crise-tu notre cœur? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une guerre? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une famine? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mouvement politique antiracial comme il y a en Allemagne? Si les Juifs en Allemagne, ou si un Juif, je ne parle pas des Juifs, si un Juif en Allemagne avait été intelligent, il y en a eu, ça n'a pas été la grosse masse, mais il y en a eu, si un Juif s'était retiré de l'Allemagne en 1932, en 1938, puis qui n'aurait pas, il ne se serait pas astralisé, dans ce sens qu'il n'aurait pas vécu la culpabilité par rapport à sa race, en partant pour les États-Unis ou en partant pour l'Angleterre, il laissait son peuple mourir. Si le Juif n'avait pas été pris dans les émotions de sa race, le gars aujourd'hui, il serait encore vivant, au lieu d'avoir été brûlé à Auschwitz. Autrement dit, le problème de l'homme aujourd'hui, dans le monde, c'est que l'homme ne vit pas sa conscience par rapport à lui-même, il la vit par rapport à une conscience raciale, par rapport à une conscience nationale, et nous, au Canada ou aux États-Unis, on le vit moins, ça, parce qu'il y a beaucoup plus d'individualisation, il y a beaucoup plus de liberté psychologique. Mais quand vous regardez les vieux peuples, l'Italie, les peuples d'Afrique du Nord, les Hindous, les Irlandais, ces individus-là qui vivent dans un état social qui est extrêmement comprimé, extrêmement socialisé, extrêmement idéologisé, qu'est-ce qui se produit quand il y a une conflagration? Ils brûlent avec tout le monde, ils s'effondrent avec tout le monde, au lieu de pouvoir retirer leur individualité puis sacrer leur camp. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que l'homme, si l'homme ou lorsque l'homme sera intelligent, il réalisera qu'il n'est pas responsable pour le karma de la race. Qu'est-ce qui fait que l'homme se sent responsable du karma de la race? Ce sont les enseignements qu'il a reçus. Ce sont les formes d'idéologie auxquelles il a été assujetti pendant sa jeunesse, pendant sa période d'éducation. Ça fait partie de l'endoctrinement culturel, social. C'est ça qui forme la personnalité. C'est ça qui stabilise ou instabilise l'ego. Mais l'homme, lui, l'être psychique dans une forme matérielle qui doit être un être centrique. Pas égocentrique, centrique. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. C'est pour ça que les hommes souffrent tant. Donc, quand il y a des situations comme ça, ou des situations qui sont prophétisées par des grands voyants comme Nostradamus ou d'autres, les gens paniquent. Pourquoi paniquer? Ça ne va rien changer. Si l'homme n'est pas capable individuellement de passer à travers des cycles d'expérience collective d'une façon intelligente, même s'il sait que ça va se produire, il ne saura pas quelle heure, parce que c'est jamais su, il va être pris pareil. Vous êtes en train de nous dire qu'une personne qui est consciente et centrique, c'est une personne qui vit finalement juste son temps présent, qui n'est pas une personne consciente et centrique, c'est une personne qui vit par rapport à son énergie et en harmonie avec l'énergie des autres, dans la mesure où l'énergie des autres peut être harmonisée à la sienne. Sinon, encore, si l'homme ne fait pas ça, l'homme sera constamment obligé de subir des pressions extérieures, il sera obligé de vivre par rapport à des liens. L'homme n'aura aucune identité. Donc, l'homme, à ce moment-là, se subira le choc de la civilisation, tel que prophétisé par les voyants, et ainsi de suite. Mais il ne pourra pas s'en sortir, plus que l'autre, qui n'a jamais entendu parler de ça. C'est une illusion. Vous voulez dire que les prophéties sont faites pour une masse qui est fondamentalement inconsciente? Mais les prophéties sont faites pour éveiller dans la conscience des masses des probabilités qui font partie de l'évolution des temps et que certains voyants ont la capacité d'aller chercher dans leur expérience. Ça fait partie du contact entre l'invisible et la matière. Mais à l'intérieur de toutes ces grandes probabilités-là, les détails sont inconnus, l'heure est inconnue. S'il était donné aux voyants d'avoir l'heure exacte,
tu les voyais arriver dans le monde à la télévision, puis ils disaient, bon, ben, à telle heure, mardi matin, à 5h30, il va se produire telle chose, puis ça se produisait, puis ensuite, il ferait encore la même chose, puis ça se produisait, ça créerait une psychose. Ça créerait une psychose. Ces gens-là seraient probablement assassinés pour empêcher de. Donc, la prophétie, ou les prophéties, ou la médiumnité, ou le contact avec l'invisible, ça fait partie de la réalité humaine, mais il faut que l'homme sache comment traiter avec ça. Sinon, on se fait embarquer, tout d'un coup, qui se trompe. Bon, cet élément-là m'intéresse dans ce sens que un individu qui a accès qui a une certaine conscience des plans dits invisibles, pendant un certain temps dans sa progression, dans sa recherche, il a tendance à vouloir vivre un pouvoir sur l'opportunité de saisir l'avenir ou de voir dans l'avenir ce que peut produire telle action ou telle décision dans sa vie. Et beaucoup de gens, en tout cas, ça pourrait se confirmer sur des exemples, beaucoup de gens ont la certitude de pouvoir se préparer s'ils savent l'avenir. Est-ce que c'est une réalité de pouvoir penser qu'on peut se préparer en sachant l'avenir? Si on vous dit dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 1 an, dans 5 ans, il va se produire telle chose, est-ce que vous pouvez vraiment vous préparer ou c'est une illusion? Vous pouvez vous préparer, mais votre préparation va faire partie de votre illusion. Si l'homme communiquait avec les plans en ce qui concerne les événements importants, bon, on va vous donner l'exemple de la fin du cycle, des conflits qui se produisent présentement, ainsi de suite. Si l'homme communiquait avec les plans, puis demandait aux plans, comment est-ce que j'agis dans cette situation-là? Rien que le fait d'être en communication avec les plans, d'avoir une vibration mentale qui permet à la conscience de se diriger de façon créative avec ces événements-là, va forcer les plans à leur dire que ce qui se passe ou ce qui se passera, ça n'a rien à faire avec eux. Autrement dit, un homme conscient ne peut pas être affecté par ce qui se passe dans le monde. Ça ne fait pas partie de son expérience. Ça fait partie de l'expérience de la race. La grande marque de l'inconscience de l'homme, c'est que l'homme est lié au karma de la race parce que lui-même, personnellement, il a un karma à vivre. Un homme qui n'a pas de karma à vivre n'est pas lié au karma de la race. Donc, même s'il sait ce qui va se passer, ça ne va rien changer dans sa vie. Lui, il continue sa vie en fonction de sa conscience créatrice. Allons-y, c'est un autre niveau. Est-ce que l'individu conscient peut être prévenu de son propre avenir? Un individu conscient est prévenu de son propre avenir, mais il va être prévenu de son propre avenir dans un temps qui coïncide parfaitement avec ses besoins. Il ne va pas être prévenu de son avenir dans un temps qui ne convient pas à ses besoins. Sinon, ça affecterait sa conscience, ça affecterait son corps émotionnel, ça affecterait sa mentalité. Donc, il ne peut pas se préparer. Non, je peux se préparer. Ben, mais il y a beaucoup les de gens qui se préparent, c'est les gens qui ne sont pas préparés. Les gens qui se préparent. Mais il y a beaucoup de gens qui se fixent des objectifs dans la vie. Tu sais, on regarde dans des milieux, disons, professionnels, dans des entreprises, les plans de carrière ou les objectifs que les gens se fixent, ils veulent arriver à un tel rendement dans 2 ans, dans 3 ans. Ils font finalement des perspectives ou des possibilités d'eux. Et puis, ça doit fonctionner parce que... Oui, mais ça, c'est au niveau psychologique. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est une forme de prévision, dans un sens. Mais c'est pas la voyance. C'est une organisation à long terme. Bon, un homme qui s'organise à long terme, mais c'est intelligent. Ça fait partie de sa conscience mécanique. Mais un homme conscient ne peut pas s'organiser à long terme. Il s'organise bien tout de suite, puis il s'organise bien tout à l'heure, puis il s'organise bien après tout à l'heure. Fait que tout c'est tout de suite, tout à l'heure, puis après tout à l'heure, ensemble, mais à long terme, ça crée une grande organisation créatrice. Fait qu'au moins, ben, il vit pas de stress, puis il n'y a pas de crise cardiaque. Tandis que le gars, lui, qui s'organise là, à long terme, tout d'un coup que ça va mal le long terme, là, il y a une crise cardiaque. Fait que il y a 2 sortes de conscience. Il y a de l'inconscience puis de la conscience. Une conscience inconsciente, c'est une personne qui s'organise psychologiquement. Une conscience inconsciente, mais c'est une conscience qui s'organise psychologiquement. Ça fait partie des hauts et des bas de l'ego, ça fait partie des espoirs de l'ego, ça fait partie des tendances de l'ego de vouloir se sécuriser dans l'avenir au lieu d'être sécure nord. Bon. Si l'homme était sécure maintenant, tout à l'heure, puis après tout à l'heure, puis après l'autre tout à l'heure, mais il sera sécure tout à l'heure, plus loin dans le temps. Mais l'homme n'est pas sécure maintenant. Donc, il se crée des mécanismes de sécurité qui font partie de sa psychologie, sa culture, ses notions de sécurité.
Mais ça peut sauter n'importe quand. Tout à l'heure, tu traverses ta rue, tu te fais accrocher, tu te fais casser une jambe, tu perds ta femme, tu as le cancer. Il y a tout ça de choses qui se produisent tout à l'heure. Fait que tout à l'heure, si tu n'es pas prête, parce que tu n'étais pas prête avant, à ce moment-là, ben, tu vis ce que les gens vivent, de l'incertitude constante. Est-ce que c'est l'incertitude qui amène les individus à avoir de la difficulté à supporter le temps? C'est l'incertitude qui amène les individus à ne pas pouvoir supporter le temps. L'homme n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est le temps. Si l'homme pouvait travailler avec le temps, l'homme n'en aurait pas de problème. Mais comme l'homme n'est pas capable de travailler avec le temps, il y a des problèmes. Travailler avec le temps, c'est quoi? C'est travailler avec l'énergie de ton esprit en fonction du cycle que t'impose ton esprit à travers ton corps matériel dans la vie de tous les jours. Mais l'ego n'est pas capable de traiter avec le temps parce que l'ego est toujours inquiet. Il veut toujours savoir ce qui s'en vient. Il est toujours insécure. Mais un ego qui veut savoir ce qui s'en vient, donc qui est insécure, comment est-ce... Vouloir savoir ce qui s'en vient, c'est de l'insécurité. OK, mais comment qu'on peut guérir ça? Savoir ce qui s'en vient parce que tu le sais, ça fait partie de toi. Mais vouloir savoir ce qui s'en vient, puis toujours être à l'affût de savoir ce qui s'en vient, bien fatigant, cette affaire-là. Je suis bien d'accord. Mais l'autre point que je veux faire, c'est que l'individu qui prie avec le problème de vouloir savoir ce qui s'en vient, comment on peut guérir ça? Comment qu'on peut emmener un individu, ou comment qu'un individu peut s'emmener à vivre au jour le jour en sachant que ce qui s'en vient, c'est ce qui doit lui arriver. Ça fait partie de l'évolution de sa personnalité, ça fait partie de l'évolution de sa maturité. C'est de la maturité. Oui, mais il prend conscience de quoi, cette personne-là, qui arrive dans le temps présent à se satisfaire de ce qui se passe aujourd'hui? Il va prendre un individu qui devient mûr dans le sens créatif du terme. Ouais. Un individu qui commence à connaître la vie, comment ça marche. La game, c'est une game de vie. Bon. Un individu qui commence à savoir, à comprendre comment ça marche la vie, qui commence à savoir qu'il y a beaucoup de manipulation dans la vie, il commence à réaliser où ce qui se fait manipuler. Un homme qui ne réalise pas où ce qui se fait manipuler dans la vie, c'est un brave idiot. C'est un brave idiot. Une personne qui n'est pas capable de réaliser où ce qui se fait manipuler dans la vie, il est réellement un brave idiot. Et l'homme, c'est ça, l'homme c'est un brave idiot. Parce qu'il ne sait pas comment ça marche. Mais la vie, c'est pas c'est pas simplement de la respiration. La vie, c'est une grosse game qui se passe entre l'invisible et la matière, puis un jour, l'homme va être obligé de s'ouvrir à ça pour voir comment ça marche, cette affaire-là. Bon, une fois que l'homme va savoir comment ça marche, à ce moment-là, il va voir la manipulation, donc il va devenir de plus en plus mûr, puis éventuellement, il va sortir de son insécurité. Vous parliez au début que ça serait intéressant de parler de finances. Quand un individu s'hypothèque à long terme avec une carte de crédit Mastercard, il travaille avec l'avenir. Sa garantie qu'il a à lui, en tant qu'individu, de pouvoir payer sa carte, est fondée sur un état personnel immédiat. C'est quoi cette réalité qui permet à l'individu de se projeter dans le futur sur quelque chose qu'il n'a pas vu dans son travail immédiatement? C'est quoi ça? C'est quoi la force que l'individu a de voir son avenir dans un aspect qui est très impliqué au niveau matériel, de voir ça dans l'instantané? Il a sa job. L'individu a sa job, il travaille, il a un salaire tous les mois, puis c'est un bon travaillant, puis il a un diplôme, donc il y a de l'avenir, il y a des possibilités. Ce sont les possibilités qui donnent ça. Par contre, s'il n'est pas mûr, puis s'il n'est pas intelligent, éventuellement, il peut en arriver à faire une banqueroute personnelle au niveau des cartes. Oui, mais il y a beaucoup de gens, là, dans une situation économique comme on commence à vivre, là, que ce qui était sûr il y a 10 ans l'est moins aujourd'hui. Bon, ben à ce moment-là, les gens vont réaliser que les cartes, il faut qu'ils fassent attention. Oui, mais il y a 10 ans, ça fonctionnait. Ils ont pris peut-être des mouvements d'hypothèque sur 15 ans. Vous le 10 ans, ça fonctionnait parce que vous le 10 ans, d'abord, il y avait moins de cartes sur le marché, il y avait moins de pression sur le marché. Aujourd'hui, il y en a plus de pression. Les cartes, c'est extraordinaire. Les cartes de crédit, c'est extraordinaire parce que ça ouvre le marché, ça réduit le temps, ça permet à l'homme d'aller chercher des choses, une paire de bottines, plus vite qu'en Russie. Tu sais, quand tu es obligé d'attendre 3 ans pour avoir une paire de bottines, c'est dur sur le marché, ça. Bon. Je veux dire le marché des bottines. Mais c'est le talon d'Achille. Donc, le système des cartes de crédit, c'est la fondation même de la finance mondiale. C'est extraordinaire. Par contre, il y a un prix à payer. Un homme qui est mûr, qui a de la maturité, qui sait comment traiter avec ses finances, avec ses achats, qui paye ses cartes de crédit, qui dépense pas trop, qui va pas trop hypothéquer sa finance, c'est utile. C'est une sécurité. Mais un homme
qui achètent, comme j'entendais après-midi à la télévision, c'est rendu qu'aux États-Unis, tu vas acheter ta grosserie avec des cartes de crédit. Tu vas acheter ta bière avec des cartes de crédit. Fait que là, c'est plus bon, là. Fait que là, c'est rendu qu'ils ont des faillites personnelles. Ils s'attendent à 1 million de faillites personnelles en 1990 aux États-Unis. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? Parce que la carte de crédit, c'est pas faite pour être ambitionné dessus. C'est extraordinaire, mais c'est comme n'importe quoi. C'est comme une belle femme. Y a-t-il plus dangereux qu'une belle femme? Hein? Ça dépend de l'homme. Ça dépend de l'homme. Exactement. Ça dépend de l'homme. Ça dépend de toi. C'est la même chose avec la carte de crédit. C'est une belle femme, ça dépend de toi. Comment est-ce que tu traites cette carte de crédit-là? Mais on pourrait dire que les dirigeants des pays ont joué aussi sérieusement avec la carte de crédit et on se retrouve avec des déficits que les gens ne savent plus comment Mais tout le monde fait la même chose. travailler. Tout le monde fait la même chose. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est de l'astral. Okay. L'argent sur la Terre n'est pas contrôlé par les forces mentales de l'homme. L'argent est contrôlé par les forces astrales. Et l'argent, c'est la plus grande des puissances, à part du sexe, là. Donc, automatiquement, c'est très, très difficile pour les gouvernements de contrôler ça. Mais les gouvernements qui se donnent finalement le droit de prendre certaines décisions fondamentales pour un pays, qui vont finalement hypothéquer l'avenir même de gens qui ne sont pas encore nés, ces gens-là qui ont le feeling ou le senti que ça va aller, on va passer à travers pareil, sur quelle base, qu'est-ce qui se passe dans le mental pour être capable de travailler ou de pronostiquer l'avenir avec une forme quelconque de positif ou je sais pas, d'optimisme, je sais pas comment il fonctionne, là, mais... Savez-vous qu'est-ce que c'est le bottom line? Le bottom line sur la planète, c'est pas les banques, c'est la santé. La santé. Wow. Autrement dit, là, si on prend le système économique actuel, les cartes de crédit, tout ça, là, les gars qui sont en dette, patati patata. Le gars, il va travailler pour payer ses comptes, il va travailler pour payer sa maison. C'est l'énergie de fond, l'énergie de base, elle est toujours fournie Par la santé. à la sueur du front humain. Donc, l'énergie de base, elle est toujours fournie à partir de la santé. Tant que tu as de la santé, tu délivres. Tant que tu as de la santé, tu travailles. Tant que tu as de la santé, tu payes tes comptes. Un jour, tu crèves. C'est fini, tu n'as plus de problème. Ouais, mais tes héritiers, C'est la même chose au niveau des nations. C'est la santé. Fait que, je voulais dire que les dirigeants sont capables de spéculer sur l'avenir en tenant compte que le peuple a la santé pour Le supporter peuple va les décisions. toujours, parce que le peuple va toujours avoir la force de se réjuvéner, de se remettre sur... Regardez ce que les Japonais ont fait, regarde ce que les Allemands ont fait, regarde ce que l'Europe a fait. L'homme a de l'esprit, a beaucoup d'esprit, a beaucoup d'énergie, donc... Mais il y a un prix à payer, c'est la souffrance. C'est ça les cycles. Si les nations, les peuples, les hommes étaient consciemment intelligents, ils seraient consistamment créatifs. Et étant consistamment créatifs, il n'y aurait jamais de perte. Il ne vivrait pas de cyclisme. Le cyclisme est lié au fait qu'il y a des positions planétaires qui influent plus astralement dans certains temps que dans d'autres. Et le cyclisme, c'est une forme d'aberration de l'énergie de la lumière. Le cyclisme astrologique, c'est de l'aberration, c'est de la déformation des champs de force de la conscience humaine. C'est ça le cyclisme. Dans le fond, il ne devrait pas y avoir de cycle. La raison qu'il y a des cycles, c'est parce que les hommes sont affectés dans leurs énergies par des positions astrologiques, parce qu'eux-mêmes, astralement, sont conditionnés par les vibrations des planètes. Si un homme était dans son esprit, qu'il grandissait constamment, en force, les cycles, leur puissance évocatrice dans sa vie, éventuellement se neutraliseraient, parce que l'homme ne serait plus assujetti aux lois de la polarité. Donc, quand on parle de la santé de l'individu, quand on parle de la santé des nations, toutes ces santé-là, ces formes de santé-là sont liées au cyclisme humain, et un jour, il va falloir que l'homme casse les cycles, brise les cycles, et l'homme ne pourra pas le faire tant qu'il n'y aura pas une conscience créatrice. Autrement dit, tant qu'il ne sera pas intelligent. Ça veut dire quoi être intelligent? Ça veut dire être toujours... C'est dangereux, une femme qui n'a pas de tête et qui a un beau corps.
Ben, le gars, il a des problèmes sexuels, ça, il débouche ça, fait que là, il est content, il en pleure dans la nuit, puis là, il va marier. Mais il est pris avec quoi après? Puis son chum, il a dit, marie pas ça, cette affaire-là. Ben oui, ben écoute, j'ai déjà acheté une alliance. Là, ben je peux pas y faire ça. On n'a pas de volonté créatrice. Là, j'avais quelque chose qui me venait dans la tête. On l'envoie chez Bernard de Montréal. On n'a pas de volonté créatrice. On sait que notre action est pas sûre. On sait qu'on n'a pas le contrôle. L'homme n'a pas le contrôle. Le problème avec l'homme sur la terre, c'est qu'il n'a pas le contrôle. Mais Bernard, quand une personne fait un mouvement dans une direction, il a toujours en lui une expérience à assumer ou à vivre. Il y a une conséquence à assumer, mais est-ce que cette conséquence n'est pas déjà programmée? Est-ce qu'elle n'est pas Tout déjà... est programmé, everything is written on the wall. Tout est écrit sur le mur de l'invisible, mais c'est toujours en fonction de nos faiblesses. Bon, est-ce que cette personne-là... Fait que de dire que tout est écrit sur le mur, ça veut rien dire. Tout est écrit sur le mur, tout est su, mais en fonction de nos faiblesses. Vous voulez dire que notre avenir est marqué sur nos faiblesses? Notre avenir, c'est l'expression de nos faiblesses. Puis l'exploration de ce qu'on considère être notre force ou notre conscience. Ça va tellement loin, ça, ce que je vais vous dire là. C'est que notre avenir est l'expression de nos faiblesses. Puis si notre avenir était l'expression de notre force réelle, fusion, intégration de notre énergie, il n'y a aucun voyant qui pourra voir dedans. Quand un voyant est capable de voir dans ta vie, c'est parce que ce qu'il voit, c'est du karma. Mais il ne peut pas voir votre potentiel. Ton potentiel est toujours en fonction des faiblesses que tu réussis lentement à développer, à ajuster. Mais la force, là, la force intégrale de l'homme, la fusion de l'âme, de l'esprit puis de l'ego, il n'y a aucun voyant qui peut voir à travers ça. Parce que ça ne fait pas partie de l'astral. Ça ne fait pas partie du karma humain. Ça ne fait pas partie du karma de l'homme. Quand tu vas voir un voyant et qu'il te dit la semaine prochaine tu vas avoir un accident, c'est parce qu'il voit dans ton karma. Si tu étais dans ton énergie, il ne pourra pas voir. Est-ce qu'une personne consciente peut, je dirais, être environnée d'événements qui sont, disons, karmiquement négatifs ou difficiles à vivre et savoir qu'il va se servir de cette rampe-là pour agir dans une force ou dans une dynamique de force? Tu parles d'une personne consciente? Oui, une personne consciente. Une personne consciente, elle va toujours se servir des événements dits difficiles ou négatifs pour constamment intégrer son énergie. Une personne consciente ne vit pas les événements négatifs dans la vie de la même façon qu'une personne inconsciente. Une personne inconsciente qui vit des événements négatifs dans la vie, elle les vit toujours par rapport à elle-même. C'est moi qui étais un sans dessin, c'est moi qui ai fait une erreur, c'est moi qui c'était pas bon. Tandis qu'une personne qui est consciente et qui vit des événements dans la vie qui sont négatifs ou difficiles, ne va jamais les vivre par rapport à lui-même, il va toujours les vivre par rapport aux forces en lui. Donc sa lutte va être avec ses propres forces. Sa lutte va être avec les forces qui créent dans sa vie des conditions difficiles, et c'est à travers cette lutte-là qu'il va en arriver éventuellement à intégrer cette énergie-là. L'homme, la conscience psychique supérieure ou la conscience créatrice, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas une conscience réflexive, ce n'est pas une conscience qui s'apitoie sur l'ego, c'est une conscience qui lutte contre l'invisible, contre son propre invisible. Fait que quand tu luttes contre ton invisible pendant des années et des années de temps, éventuellement tu en arrives à le mater. Tu peux pas faire autrement, tu es obligé de le mater. Tu n'as pas de choix. Parce que ta force devient trop grande, puis éventuellement, il y a un équilibre entre l'invisible et l'homme, puis éventuellement, il y a un équilibre dans la vie de l'homme. Mais pour ça, ça demande de la conscience, puis pour ça, ça demande que l'homme réalise que la vie, c'est une game. Jusqu'à temps que la vie soit réellement un processus créatif. Donc, pour les hommes, sur la Terre, la vie, c'est une game qui n'est pas sous notre contrôle, puis celui qui tient la meilleure main dans le blackjack, c'est l'autre bord. Ça, autant pour l'individu conscient. Là. Non, je parle de l'individu inconscient. Inconscient. Ouais. Celui qui tient la main sur le blackjack, il est de l'autre bord. Il est de l'autre bord. Ça, c'est dans l'invisible, ça fait partie de ton double, ou ça fait partie des entités astrales, whatever it is. Tandis que pour l'homme conscient,
la vie c'est une game, c'est encore du blackjack, mais éventuellement c'est lui qui contrôle la main. C'est ça la fusion de l'homme. C'est ça la fusion de l'homme, de la conscience supramentale. Faut que parce que l'homme va être rendu trop intelligent, il vient à un point où l'homme va devenir réellement intelligent. Ça veut dire quoi, ça, devenir réellement intelligent? Ça veut dire voir la game tout le temps. OK. Vous aviez déjà dit dans une autre conférence qu'un individu conscient dans les temps futurs aurait une conscience parfaite de la conséquence de ses gestes au large, pas seulement simplement pour lui, mais aussi pour les gens qui l'entourent. Est-ce que ce n'est pas ça en soi une forme de contrôle de l'avenir en soi, quand on connaît la conséquence de tous nos gestes? C'est parce que quand vous connaissez la conséquence de vos gestes, ça vous permet de comprendre l'étendue dans le temps de ces gestes-là. Donc, si vous êtes scientifique, par exemple, vous travaillez dans un laboratoire, vous travaillez dans une corporation qui fait de la grosse recherche, puis tu es conscient, puis tu es conscient de la conséquence de tes gestes en tant que scientifique, mais c'est évident qu'il y a des choses que tu vas mettre, il y a des produits que tu vas mettre sur la tablette, puis il y a des produits que tu vas éliminer, il y a des recherches que tu vas faire, puis il y a des recherches que tu ne feras pas. OK. Parce que tu es conscient des conséquences de tes gestes, ce que la science aujourd'hui n'est pas. OK. La composante qui permet à un individu conscient, là, ce qui se passe dans son mental, pour être non seulement conséquent pour lui-même, mais conséquent aussi pour les autres, c'est quoi ça? Quand tu es conséquent pour toi-même, tu es conséquent pour les autres. Ah, automatiquement. Automatiquement. Si tu es conséquent pour toi-même, tu es conséquent pour les autres. Si tu es conséquent pour toi-même de façon créative, tu ne peux pas être créatif rien que pour toi et pas l'être autour de toi. C'est impossible. La conscience créatrice, c'est global, c'est universel, ça touche à tout. Par contre, c'est très difficile pour l'homme inconscient, ou l'homme qui a beaucoup d'émotions, ou l'homme qui vit à l'intérieur d'un état culturel extrêmement sensible à la conscience de la race, d'être conséquent pour lui-même. Parce qu'il a toujours peur de ne pas l'être pour les autres. Puis ça fait partie de son insécurité. OK. Est-ce que dans le même sens, vous diriez qu'une personne qui a la contenance de tout ce qu'il projette, donc de la contenance de tout ce qu'il voit de son avenir et de toutes les décisions qu'il projette dans l'avenir, est-ce que ça lui garantit la contenance de toute la dynamique avec les autres avec lesquels il fonctionne? En d'autres termes, est-ce qu'un politicien qui aurait la contenance de sa décision jusqu'à l'ultime serait comme... S'il était conscient, oui. Ça serait une garantie pour le peuple? Ça serait une garantie pour le peuple, ouais. Un politicien qui serait conscient de son action au niveau de sa conscience mentale, automatiquement deviendrait pour le peuple un père. OK. Mais est-ce que cette personne-là, ce politicien-là, comment j'expliquerais ça? Est-ce que c'est un individu qui vivrait en relation avec son temps immédiat ou avec une projection, comme on voit souvent les politiciens faire dans leur campagne électorale, des projections de 4 ans, 5 ans? Est-ce que c'est un individu qui fonctionnerait exclusivement pour le temps présent ou s'il se projetterait dans l'avenir? Il se projetterait dans l'avenir, mais un politicien comme ça ne peut pas exister aujourd'hui. Un politicien conscient aujourd'hui, conscient, il serait assassiné. Bon, la raison, c'est pourquoi? Là? Parce que, étant conséquent avec sa conscience, il serait obligé d'être conséquent avec ses actes, puis étant conséquent avec ses actes, il serait obligé de tout reviser ce qui ne va pas. Autrement dit, quand je dis reviser ce qui ne va pas, ça veut dire reviser ce qui ne va pas. Faire de l'ordre, ça veut dire faire de l'ordre. Fait qu'il regarde la Constitution, qu'il regarde les droits des unions, qu'il regarde les whatever, il sera obligé de... Donc, il deviendrait, dans un sens, un dictateur bénévole. Pour qu'un politicien comme ça, ou un homme comme ça, ça serait un initié, ça. Pour qu'un initié comme ça se manifeste dans un peuple, dans un temps, avant que ça se fasse, ça va prendre du temps. Puis si ça se fait, ça va se faire à l'ombre. Puis si ça se fait à l'ombre, ça se fera plus dans le temps des nations. Ça va se faire dans le temps d'une autre nation. Autrement dit, ça va faire partie d'un gouvernement invisible qui n'a rien à voir avec l'évolution de la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, parce que l'évolution de la Terre telle qu'elle est aujourd'hui est régie par les lois planétaires plutoniennes évolutives. Alors que ces hommes-là sont des êtres solaires, et s'ils travaillent au niveau de la politique mondiale, ils vont le faire ou ils le feront par rapport à des individus ou des hommes ou des mentalités ou des personnes dans le monde qu'ils seront obligés éventuellement de retirer de la circulation pour travailler avec eux sur un autre plan. C'est ce qui fait partie de la régence planétaire. Okay, c'est ces gens-là qu'on appelle la 6e race.
Bon, c'est gens-là qu'on pourrait appeler la 6e race racine. Ouais. OK. Bon, c'est cette personne-là, en étant conséquent avec son développement, est-ce qu'elle aurait la possibilité d'être totalement dégagée des influences planétaires, fondamentalement? Ben, effectivement. OK. Est-ce que les gens qui seraient en contact devraient, avant d'être en contact avec cette personne-là, être libérés des influences planétaires ou se libéreraient des influences planétaires à son contact? Il se libérerait à son contact. L'homme ne peut pas se libérer des influences planétaires seul parce qu'il est trop... Ça prend une fusion pour se libérer des influences planétaires. Mais s'il y a un homme qui a une fusion qui est suffisamment intégrée dans son énergie, cet homme-là pourra éventuellement permettre à des êtres de se libérer de leurs influences planétaires parce qu'il aura ouvert pour eux un autre temps. Il faut que les hommes entrent dans un autre temps. Ils ne peuvent pas rester dans le temps de la Terre. Il faut qu'ils passent à un autre temps. À ce moment-là, les hommes seraient libérés des influences planétaires et commenceraient à former la base pour l'évolution politique, sociale, économique, scientifique, spirituelle d'une nouvelle race racine, mais qui serait totalement occulte, autrement dit, totalement invisible à l'homme d'aujourd'hui. OK. Quand vous dites dans un autre temps, est-ce que vous parlez d'un temps à venir ou d'un temps parallèle? Un temps parallèle. C'est un temps, donc, qui peut fonctionner avec le temps immédiat. Oui, c'est un temps parallèle. C'est une autre dimension. C'est un monde parallèle. C'est un plan parallèle. Bon, ce temps-là, on peut le reconnaître comment? Parce que le temps, disons, du Journal de Montréal, le temps de tout ce qui est commun dans les boutiques de journaux, de ce qu'on voit à la télévision, ce temps-là, il est facile en tout cas, à percevoir. Mais l'autre temps, le temps parallèle dont on parle, on le perçoit à travers quoi? On le perçoit à travers le déplacement du véhicule éthérique dans un espace parallèle. C'est un autre monde. Oui, mais là, c'est moins évident, là, parce que le déplacement de... Bon. Quand vous dormez le soir, vous allez vous rêver. Mm-hmm. Vous allez dans l'astral. Ouais. C'est un plan parallèle. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. On nous dit qu'on est en astral. OK. Alors, ça c'est le véhicule astral. Bon, l'homme a un véhicule éthérique. Alors, l'homme peut se servir de son véhicule éthérique pour aller aussi dans un temps parallèle. Okay. Seulement, c'est un temps qui fait partie de sa conscience. Alors que le plan astral ou le rêve fait partie de son inconscient. OK. Mais c'est le seul moyen d'identifier qu'on est dans l'autre temps. On n'a pas besoin d'autre. Qu'on est... Ben là, c'est parce qu'on parlait de temps parallèle tout à l'heure, là, qu'on vivait le temps... C'est intemporel. Ces dimensions-là sont des dimensions temporelles. Ça fait partie de l'organisation psychique de l'homme. Ça fait partie de l'organisation cosmique de l'éther. Ça fait partie de la nature même de la Terre, de la conscience de la Terre. Ça fait partie des nappes, des couches de la conscience de la Terre. C'est tout à fait normal qu'un individu qui est dans un processus de conscience vienne apprendre accès à cette forme de véhicule. Qui débouche là, oui. Qui débouche là. Ouais. Puis tant qu'on n'a pas débouché là-dedans, on ne fait pas partie de ce temps-là. Exactement. Okay. On fait donc partie de l'autre temps qui est un temps, temps astral, là, ni plus ni moins. C'est ça. Puis on est... Le temps expérientiel, le temps de l'âme. L'autre temps, c'est le temps de l'esprit. Ce qu'on vit là présentement, c'est le temps de l'âme. Puis la preuve que c'est le temps de l'âme, c'est que tout ce qu'on fait, ça marche pas. Quand je dis que tout ce qu'on fait, ça marche pas, ça veut dire que tout ce qu'on fait se dégrade. Tout se dégrade. On part avec des grandes lueurs d'espoir, puis on finit avec un petit salaire. On part avec des grandes lueurs d'espoir, puis on finit malade. Notre vie, elle va pas ce qu'on a voulu qu'elle aille quand on est un petit gars. Oui, avec l'espoir de l'âme. On voulait devenir des grands médecins, on voulait devenir des grands ingénieurs, on est rendu du cul chez Eaton. L'affaire, on dirait que notre vie a débandé quelque part. T'sais. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas de conscience créatrice. Donc, il est constamment aspiré par son astral, puis il y a des compartiments dans sa vie qui sont plus importants que d'autres. Dans un cas, c'est le travail, puis dans l'autre cas, c'est le mariage. Ça, c'est les deux grandes pierres d'achoppement pour l'homme. C'est sa programmation. Ouais. Puis après ça, il y a des supplants de ça, la santé, qui sont en relation avec les deux premiers. T'sais. Ça fait que demande-toi pas pourquoi est-ce que les poètes n'ont pas été généreux par rapport à la vie. Parce que, dans le fond, ce qu'on vit, c'est pas de la vie, c'est de l'existence, c'est de la manipulation. Au bout.
Puis c'est de la manipulation tellement en bout que si l'homme réalisait comment ou jusqu'à quel point c'est de la manipulation, il vivrait un grand retournement personnel. Mais nos écoles, nos sciences nous expliquent pas ça. L'ésotérisme est mort. Pour se dégager de la manipulation, vous parliez d'un temps parallèle, est-ce que ce serait l'ultime, je dirais, espace qu'il faut accéder, le fameux temps parallèle dont on parle, l'aspect éthérique dont vous parlez? C'est l'inévitable développement de la conscience humaine, c'est inévitable, il faut que l'homme en arrive éventuellement à passer à l'intemporel. Mais comment l'individu peut passer de son temps astral à l'intemporel? Comment il peut goûter un peu de l'intemporel pour, au moins, je dirais, se confirmer qu'il passe d'un temps à un autre? Il ne peut pas se confirmer. L'homme ne peut pas goûter de l'intemporel un petit peu, même pour voir si ça existe. Ça marche pas comme ça. Marche pas de même. Ben non, parce que ça éliminerait tout le travail qui est nécessaire pour la destruction du doute, qui est la fondation même du passage dans l'intemporel. Ah, ok. Vous dites que c'est en éliminant le doute Ah, ben c'est évident. qu'on passe dans l'intemporel. Tu peux aller en astral, tu peux aller dans des écoles qui vont t'enseigner comment aller dans l'astral, puis sortir de ton corps le soir, puis revenir. Mais tu peux pas passer dans l'intemporel en allant voir des écoles. L'intemporel, pour que l'homme passe dans l'intemporel, il faut que le doute soit totalement détruit, puis la destruction du doute, c'est la fusion. Pour faire un petit raccourci, il faut éliminer le doute de quoi? Le doute de ne pas savoir. Le doute de ne pas savoir. En d'autres termes, tout ce qu'on se pose comme question, il faut avoir une réponse. Tout ce qu'on n'est pas, on ne devrait même pas se poser de questions. Se poser des questions, ça fait déjà partie de notre ignorance. On ne devrait même pas demander des réponses à d'autres. On n'a pas demandé de réponse à personne. La raison qu'on demande des réponses à d'autres, c'est parce qu'on est insuffisant avec soi-même. Mais ça fait quoi comme conversation des individus qui ne se posent pas de questions? Les individus qui ne se posent pas de questions, c'est très intéressant, ils se donnent des réponses. Ils se donnent des réponses. J'en ai-tu déjà posé des questions dans la vie? Oui. Pas en public. Mais la condition de ces conversations-là repose... Non, regardez, la question est importante. Question est importante. On est-tu capable, nous deux, de se parler sans jamais poser de questions? Un se réponse, puis faire aller plus loin le processus créatif? Là, vous l'amorcez ce soir? Non, je l'amorce pas là, mais je veux pour le bénéfice de la salle. Ah oui, c'est vrai. De faire comprendre qu'on passe notre temps à se poser des questions, puis la raison qu'on se pose des questions, c'est parce qu'on n'est pas capable de se donner les réponses. La raison qu'on n'est pas capable de se donner les réponses, c'est parce qu'on a le doute de savoir qu'on le sait. Puis il n'y a personne d'assez intelligent dans le monde qui dit « Ouais, t'as raison! Ouais, t'as raison! » On a tous des petits crises de PhD qui disent « Non, t'as pas raison! » Puis des curés qui disent « T'as pas raison! » C'est que tu veux faire? Comment est-ce que tu veux que nos enfants grandissent sachant, sentant, qui savent? Moi, j'en ai une petite fille de 17 ans, puis elle est tout bout. Parce que je l'ai jamais brimée, là. Ah, ils ont ses réponses. Mais nous autres, on a été constamment infirmés, diminués. Mais l'individu qui doit passer à cette espèce de savoir... Le savoir n'est pas aussi loin qu'on pense. Le savoir est bien plus proche. Le savoir est bien plus proche de l'homme qui pense, puis l'invisible est bien plus proche de l'homme qui pense. Ce qui fait que le savoir est loin de l'homme ou que l'invisible est loin de l'homme, c'est parce que l'homme est assujetti d'une façon terrible à des mécanismes de réflexion personnelle qui ont été créés par le monde extérieur, dans son mental, au cours de son évolution, de son éducation, ce qui a réduit à une totale impotence sa capacité de savoir qui c'est. L'homme, c'est un être de lumière. L'homme, c'est un être psychique. Mais quand t'es petit gars, 7, 8, 9, 10, 15 ans, puis tu dis au professeur, tu dis, ah, je sais ça, puis le professeur dit, hey, t'attendras à l'université pour savoir ça. Qu'est-ce que tu veux? Fait que tu viens que t'arrives à 20, 25 ans, t'as le pipi long de mer. C'est pour ça que c'est difficile pour l'homme de reprendre conscience, puis que ça prendra une initiation solaire pour le faire. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que savoir, c'est simplement une question d'affirmer, tout simplement? Une personne qui affirme... Savoir, c'est canaliser une vibration à partir du plan mental, puis la faire passer à travers ta parole pour le bénéfice du monde extérieur. Un homme qui sait n'est pas intéressé à ce qu'il sait. Savoir, c'est jamais pour toi. Ça suppose que l'autre ne sait pas. Ça suppose que l'autre ne sait pas, fait que tu l'informes. Mais savoir, c'est jamais... Un homme qui sait n'a jamais soif. OK,
OK, si je vous parle, puis que vous savez, Oui. puis que ce que je sais, je veux vous l'affirmer. C'est inutile de vous l'affirmer, vous le savez. Parce que vous savez. Fait que deux êtres qui savent ensemble, quel genre de conversation que ça fait. Il parle de d'autres choses! Mais vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est que si un être qui sait doit parler son savoir à quelqu'un qui ne sait pas, mais deux personnes savent, là, je sens le test arriver. Là. Vous avez toujours deux... Il y a toujours deux taux de vibration. Ouais. Moi, j'ai mon taux vibratoire, vous avez votre taux vibratoire. OK. Bon. Bon, à cause de mon taux... Bon, supposons qu'on parlait des alephes. On peut parler des alephes? Ouais. Bon, on peut parler des alephes. Bon. Qu'est-ce que c'est un alephe? Bon. Si on commence à parler des alephes, mon taux vibratoire va probablement me permettre de parler des alephes avec beaucoup plus d'amplitude que vous. Okay. Mais votre taux vibratoire va vous permettre de comprendre instantanément ce que je dis. OK, donc... Fait qu'à ce moment-là, le mouvement de sortie de l'information, le mouvement d'entrée d'information, c'est le plaisir que nous deux ensemble on peut avoir à parler des alephes. À part de ça, parler des alephes, ça nous donne quoi? Ouais, Qu'est-ce que ça va changer dans ma soirée de parler des alephes? c'est vrai que c'est pas évident. T'sais? Ça change absolument rien. La seule chose que ça va faire, c'est qu'évidemment, ça va lever notre taux vibratoire. Ça va lever le taux vibratoire. Puis si on va très très loin dans les mystères de l'île centrale du paradis, ben à ce moment-là, ça va devenir une conversation intéressante. Mais ça va me donner quoi? Absolument rien. Ça va avoir fait simplement vibrer mon corps mental, puis vous, ça va avoir fait vibrer votre corps mental. Mais ça va avoir donné ça. Ça va avoir donné rien que ça. Mais rien que ça fait quoi? Bon, ben, rien que ça, pour le moment où on le fait, c'est le fun. Parce que disons qu'on a 10 minutes pour le faire. Okay. Mais après ça, on peut retomber et dire, bon, ça va-tu jouer au bowling? Ouais. Okay. Mais le monde, c'est pas de même qu'ils sont. Le monde, s'ils commencent à parler des alephes, c'est fini. Ils vont rester des alephes puis ils vont oublier de jouer au bowling. Okay. Parce qu'ils sont pas capables de vibrer à un niveau supramental élevé puis descendre dans la rue puis jouer au bowling. Ils sont accrochés parce que sont spirituels, sont astrales. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas intéressant de parler des alephes avec des gens qui sont trop intéressés à savoir ou à connaître l'invisible, puis l'infinité, puis l'intemporel. C'est intéressant de parler des alephes avec des gens qui sont pas intéressés de parler de ça, mais qui peuvent en parler pour qu'ensemble, on fasse simplement vibrer l'énergie, puis qu'on voie jusqu'à quel point notre énergie va nous amener dans la discussion. Puis après ça, elle va couper net. Puis dans une autre semaine, mais on peut continuer encore, puis ça va encore plus loin, parce que ça fait partie de la conscience créatrice d'explorer les mystères anyway. Okay, mais c'est comme respirer. C'est comme si ces gens-là ne cherchaient pas à accumuler de la connaissance. Là. Ils font simplement vivre une vibration. On doit vivre seulement la vibration, alors que l'homme, lui, il veut accumuler la connaissance. Okay. Puis accumuler la connaissance, ça fait partie encore de l'inquiétude, de l'insécurité de l'ego, du fait que l'ego n'est pas capable de savoir, de sentir, puis de se prêter à la réalité de lui-même. Qui sait? Mais on ne pourrait pas donner à l'ego une raison de vibrer quand il parle de ces choses-là? Une raison de vibrer? Ouais, disons, on dirait, bon, ben écoute, quand tu parles de ça, tu vibres, puis quand tu augmentes ta fréquence, ben ça donne ça. Puis l'ego serait content, il dirait, bon, ben quand je fais ça, ben ça fait ça. Ça donne tel résultat. Ça, c'est intéressant si vous voulez enseigner la mécanique de ça à quelqu'un. Par contre, éventuellement, ça devient plat. OK. Enseigner la science occulte de la vibration, c'est bon dans un cadre donné, là, tu fais ça, mais tu peux pas faire ça tout le temps. Sans ça, tu te viderais. C'est parce que je vous pose la question, c'est parce que souvent les gens nous disent j'aimerais ça parler puis exprimer avec savoir quelque chose, mais je suis pas intéressé à savoir des choses qui ne règlent pas ma vie matérielle ou ma vie de tous les jours. Donc, ils restent fondamentalement toujours dans des créneaux psychologiques parce qu'ils peuvent pas... D'un côté, ils sont intelligents, d'un côté, ils ne sont pas. Okay. D'un côté, ils sont intelligents parce qu'ils s'occupent de ça, au moins, ils ne sont pas trop flyés. Puis par contre, ça les empêche d'aller plus loin, puis de pouvoir utiliser. L'homme devrait être capable de rentrer dans l'infinité de son mental, puis de rentrer aussi dans la finitude de son mental. L'homme devrait être capable de regarder dans les grandes zones intemporelles, puis travailler, puis parler ou s'occuper de regarder là-dedans, puis aussi s'occuper de son steak, puis sa job, puis l'éducation de ses enfants. Si l'homme était complet, il serait comme un chêne, il aurait une tête très très haute, des racines très profondes. Si t'as des racines éventuellement, puis t'as pas de tête,
éventuellement, tes racines vont se geler. Ils vont se fossiliser. Fait que là, tu vas t'intéresser en matière. Si tu as rien de la tête, tu n'as pas de racines, mais éventuellement, tu vas flyer, tu vas rentrer à la grande bâtisse. Comprends-tu? Ouais. Fait que ça prend les deux. Donc, les gens qui disent, ah ben moi, je me retiens loin de ces affaires-là, c'est trop flyé, je m'occupe de mon computer. D'accord. Mais un jour, peut-être qu'il va t'arriver quelque chose dans la vie où tu vas avoir besoin de sortir un petit peu de ton computer pour voir comment est-ce que ça marche, la vie. Puis c'est pour ça que les gens, souvent, ont des chocs dans la vie. Le gars qui est alcoolique, il a un accident, puis après ça, il décide de mort. Mais l'homme conscient devrait être capable d'aller dans les hautes sphères puis descendre dans les basses sphères. Elle est là, la vie. C'est là que la vie devient intéressante. Mais tu peux pas être là-dedans tout le temps. Moi, je suis pas intéressé de parler de l'occulte tout le temps. Il y a des fois que j'aime ça parler d'affaires. Ici, là. Des cartes de crédit. Puis des fois, je suis tanné de parler des cartes de crédit. J'aime ça retourner là-dedans. Fait il y a un mouvement de haut en bas. Autrement dit, ça fait partie de la grande élasticité de l'esprit. Ça fait partie de la vibration de l'homme. Ça fait partie de sa conscience. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des moments dans la vie où tu peux parler réellement de la vie dans sa grande profondeur mécanique, occulte, cosmologique. Puis il y a des moments dans la vie que tu parles du citron puis de l'eau. Mais dans votre déplacement, là, entre les hautes sphères et le plan matériel, vous êtes capable de valider tout le déplacement, vous, dans votre cas. Mais ça fait partie de la conscience. C'est ça de la conscience. C'est l'équilibre entre la matière et l'invisible. S'il n'y a pas d'équilibre entre la matière et l'invisible, tu peux pas être consistant dans ta vie. Tu peux pas contrôler ta vie. Parce que quand je dis valider, il faut bien faire comprendre que le matériel, pour bien des gens, c'est une réalité, c'est tangible. Mais pour vous, le psychique, c'est aussi tangible que le matériel. Ah ben effectivement. Bon, mais c'est ça le problème, c'est que les gens qui vivent dans le plan matériel sont pas capables de reconnaître un aspect tangible au psychique. Le psychique, en tout cas dans mon cas, le psychique est beaucoup plus concret que le matériel. Parce que le psychique, je suis capable de parler avec, je suis capable de faire des jokes avec, je suis capable de le voir, je suis capable. C'est un autre monde, le psychique. Donc, c'est un monde qui est beaucoup plus tangible parce qu'il est beaucoup plus réel que le matériel. Le matériel est très éphémère, le psychique est éternel, il ne change pas. Il est toujours là. Tu te réveilles à 3 heures du matin, moi, comment ça va? Il te parle, tu sais. Tandis que le matériel, peut-être, il n'y a pas de lumière dans la chambre. Tu ne le vois pas. Tandis que la personne qui se réveille, qui n'est pas vous, là, mais qui se réveille dans la nuit, puis ça lui parle dans la tête, elle a hâte de se réveiller pour aller travailler. Oui, parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient de son énergie, de sa réalité. Comme s'il n'est pas assez connecté entre l'esprit et le matériel. Connecté, ça. Il y a un manque de fusion entre les énergies. L'esprit, là, il est trop dans l'âme, il n'y a pas assez d'esprit. L'esprit est capable de connecter avec l'âme et la matière. Avec l'ego, ça fait une unité totale. Si l'homme n'a pas assez d'esprit, qu'il n'a pas assez d'intelligence créatrice, c'est seulement de l'âme avec l'ego, à ce moment-là, mais il vit une vie comme on vit sur la Terre. Il vit une vie qui est toujours sujette demain matin à te péter des mains. C'est fatigant, ça. Le psychique, lui, il nous donne pas cet état-là. Le psychique, il donne de la contenance, de la continuité, de la perpétuité, puis ça n'a pas de fin. Il supporte tous tes gestes. Il supporte tout parce qu'il est à l'origine de tout. Seulement tu le sais qu'il est à l'origine de tout. Donc, étant à l'origine de tout, il est ton futur. Il est ton avenir, puis il est ton présent, puis il est ton passé, effectivement. Bon, dernière question. Comment on peut toucher à ce psychique tout en restant les deux pieds sur la terre? Y a-t-il une formule magique pour ça? Il n'y a pas de formule magique pour rien. Mais faut apprendre lentement, rigoureusement à être toujours plus intelligent que la vie. Que les événements de la vie? Ouais. Faut toujours se protéger contre la souffrance à n'importe quel prix. Puis ça, on a une grande lacune là-dedans parce qu'on a des émotions. On n'est pas capable, on n'a pas la volonté pour se couper d'expériences qui, on sait, peuvent nous créer de l'ambiguïté dans la vie. Puis c'est ça qui crée tout notre pattern, c'est ça qui crée notre karma, notre existentiel, notre incertitude. On est trop assujetti aux autres. On est trop assujetti aux opinions, on est trop assujetti à ce qui est à l'extérieur de soi. On ne vit pas suffisamment par rapport à notre centricité.